bienvenue à ce nouvel épisode du Coin des experts. J'ai le plaisir aujourd'hui d'avoir avec nous le docteur Anne Plozol. Spécialisée en biologie moléculaire, le docteur Plozol est responsable du département recherche et développement au sein du laboratoire Alphabio Biogroup à Marseille depuis 2017. Au cours des dernières années, le docteur Plozol et son équipe ont développé des tests de diagnostic, y compris l'analyse des microbiotes digestifs et vaginaux, ainsi que des tests respiratoires pour le diagnostic des proliférations anormales de micro-organismes digestifs. Le docteur Plozol s'est spécialisé dans le diagnostic et la gestion du SIBO, la prolifération bactérienne dans l'intestin grêle, et de l'IMO, la prolifération intestinale de méthanogènes, en déployant le test sur le territoire français dans les différents laboratoires du groupe en France, mais aussi à l'étranger. Dans cet entretien, nous allons parler de la définition du SIBO, l'importance de passer un test respiratoire SIBO, en quoi consiste le test SIBO, où passer un test respiratoire SIBO de qualité, ce que le laboratoire Alphabio Biogroup nous propose, et aussi une bonne question, est-ce qu'il faut utiliser une solution antiseptique ou pas avant le test respiratoire SIBO? Et les derniers conseils du docteur Plozol pour le public. Pour rappel, tout ce qui est discuté dans cette interview n'a pas pour but de diagnostiquer ou de traiter une condition médicale. Veuillez donc demander l'avis de votre médecin avant de mettre en œuvre tout nouveau traitement. Bonjour Anne, docteur Plozol. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Je suis ravie de vous avoir parmi nous. Merci à vous, c'est gentil de me donner l'opportunité d'échanger avec vous aujourd'hui. Et donc, on va parler à propos du test SIBO aujourd'hui. Peut-être on va commencer rapidement pour rappeler à notre audience à parler du SIBO. Qu'est-ce que c'est le SIBO? Alors, le SIBO, en anglais, c'est Small Intestinal Bacterial Overgrowth. Ça représente les pullulations anormales qu'on retrouve au niveau du tube digestif. Il y en a plusieurs types. On parle du SIBO à l'hydrogène, de SIBO à l'hydrogène sulfide, ou alors même de l'IMO maintenant, qui anciennement était appelé le SIBO au méthane, mais il a été renommé dernièrement en IMO. Tout à fait. Et alors, pourquoi c'est important de passer un test respiratoire pour le SIBO? Alors, le SIBO, c'est le témoin que quelque chose ne va pas, qu'un des mécanismes physiologiques ou anatomiques de notre organisme ne fonctionne pas bien. Souvent, c'est d'ailleurs une accumulation de malfonctions de ces mécanismes-là qui peuvent entraîner des SIBO. Et on va se retrouver avec ces pullulations au mauvais endroit qui peuvent entraîner des troubles digestifs, mais aussi des troubles extra-digestifs. Et souvent, ça vient dans la symptomatologie du patient se mêler à tous les autres symptômes qui pourraient être associés à des pathologies, par exemple. Et c'est vrai que diagnostiquer un SIBO peut permettre de prendre en charge cette symptomatologie et améliorer la qualité du patient. Tout à fait. Donc, effectivement, le SIBO est souvent associé au syndrome de l'intestin irritable, colopathie fonctionnelle, ou à d'autres pathologies, bien entendu. Donc, passer un test respiratoire pour le SIBO, ça va nous permettre d'identifier cette pullulation en bon endroit et bien sûr le traitement qui va avec. Donc, c'est très important au lieu de traiter comme ça sans savoir si la personne a un SIBO ou pas, n'est-ce pas? Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Beaucoup de patients sont en errance médicale et n'ont aucun test de routine classique en laboratoire qui leur identifie un problème sur leur état de santé alors qu'ils ressentent des symptômes. Et c'est vrai que souvent, le test respiratoire va indiquer que oui, il y a une pullulation et beaucoup de patients sont soulagés de voir que ce n'est pas dans leur tête et qu'il y a bien quelque chose qui ne va pas. Tout à fait. C'est effectivement cela que je vois souvent moi à cabinet. Les gens qui, pendant des années, voire des dizaines d'années, ont cherché des réponses sans savoir, sans pouvoir s'en sortir, effectivement. Et donc, le test respiratoire, cela consiste en quoi? C'est difficile à faire? On peut le faire chez soi ou chez vous, j'imagine, bien sûr, chez Alphabio, avec un laboratoire. Alors oui, c'est très simple. L'avantage, c'est qu'il est non invasif, donc on va pouvoir le faire à la maison ou bien en laboratoire. Ça dépend après si on se sent à l'aise pour le faire seul ou si on préfère être accompagné d'une personne qui connaît bien les tests. En gros, le principe, c'est que notre organisme ne dégage pas d'hydrogène ou de méthane à jeun et au repos.
Donc, le patient va devoir d'abord faire un régime de préparation à ce test, la veille ou l'avant-veille, ça dépend si la personne est plus ou moins constipée. Donc, une fois que ce régime est fait et qu'on a une période de jeûne durant la nuit en veille de test, le matin, le patient va arriver donc à jeun au repos où va se préparer à ce test. Et donc, normalement, le tube digestif est dépourvu de résidus digestibles pour les bactéries qui sont présentes. Donc, ce qui fait qu'on n'a aucun gaz de dégagé. Et c'est donc là qu'on va démarrer le test en faisant une première mesure qui va être notre temps de référence. Et en général, ces mesures, on n'est pas censé retrouver de gaz de type hydrogène ou méthane, ce qui signifie que oui, on a peut-être des bactéries, mais à l'heure d'aujourd'hui, elles n'ont rien à digérer au moment où on démarre. Et ensuite, on va leur donner un sucre. Donc, ça peut être différents sucres. Après, c'est à choisir en fonction du clinicien ou du laboratoire. On donne un sucre à ingérer au patient et le patient, au fur et à mesure que ce sucre transite le long du tube digestif, va toutes les 20 minutes ou toutes les 15 minutes, selon le sucre qui est ingéré, devoir souffler pour prélever un échantillon d'air expiré. Et dans cet air expiré, on va essayer de collecter ces fameux gaz d'hydrogène et de méthane qui en fait apparaissent quand les sucres rencontrent des sucres quand les bactéries rencontrent des sucres digestibles et elles se mettent à émettre ces gaz-là. Donc, quand on voit apparaître ces gaz-là, on essaie après de savoir à quel moment les bactéries se sont mis à digérer ce sucre. Si c'est arrivé tôt durant le test, on est face à des pullulations anormales. Si c'est arrivé en fin de test, là, c'est normal parce qu'on est dans le côlon et c'est là que ces bactéries-là sont censées faire sa digestion. Tout à fait, tout à fait. Et est-ce que vous voulez commenter à l'instant? Parce que malheureusement, encore, le test SIBO en France n'est pas tellement connu. C'est vrai. C'est vrai, il est peu répandu. Il est très bien connu aux États-Unis, en Australie. On a d'ailleurs énormément d'experts qui nous apportent beaucoup de connaissances sur le sujet et qui viennent de ces pays-là. En France, on a mis beaucoup plus de temps à l'accepter. D'ailleurs, il y a encore dans le corps médical des médecins qui n'y croient pas. Et la simple raison, c'est que c'est pas encore enseigné en faculté de médecine. Donc, c'est peu connu encore. Et récemment, la Société nationale française de gastro-entérologie a quand même fait une vidéo pour justement augmenter la prise de conscience dans le milieu médical sur ce sujet-là, en disant que c'est bien réel, le SIBO ou l'IMO existe et qu'il faut que ça soit pris en charge maintenant par le corps médical. Ah, mais ça, c'est une excellente nouvelle. Merci beaucoup de partager ça. Parce qu'effectivement, la plupart des gens qui viennent nous voir, moi, en tant que naturopathe osmanienne, c'est vrai, les gens ne connaissent pas, les gastro-entérologues ne connaissent pas, les docteurs ne connaissent pas. Et vous connaissez sûrement le docteur Marc Pimentel, qui est un peu le père, considéré comme le père du SIBO aux États-Unis. Et j'aime bien ce qu'il disait. Lui, il faisait un peu ce rapprochement avec l'Helicobacter pylori, la découverte de l'Helicobacter pylori et aussi le traitement. Et au départ, bien sûr, la communauté médicale n'y croyait pas. Et donc, ce qu'il dit que parfois, souvent, malheureusement, c'est comme ça. En fait, pour que la recherche médicale soit acceptée, reconnue, acceptée et utilisée dans un contexte médical, cela peut prendre des dizaines d'années. Est-ce que vous êtes... Tout à fait. D'ailleurs, on le voit dans la littérature. De plus en plus, on a des consensus d'experts dans le domaine qui se regroupent régulièrement et qui font évoluer les règles d'interprétation ou même les connaissances qu'on a, les connaissances, on va dire, acceptées ou acquises. Ils les valident pour dire oui, en effet, en tant qu'expert, on est d'accord à dire que la définition du SIBO, c'est celle-ci, qu'il faut diagnostiquer avec ce test et ces règles-là. Donc, c'est vrai qu'au cours de ces dernières années, on a vu évoluer le SIBO énormément parce qu'il y a une accumulation de connaissances et un savoir qui est bien présent maintenant et qui permet justement d'affiner le diagnostic et d'être de plus en plus précis. Eh bien, ça, c'est super. Donc, il y a de l'espace et surtout, en tout cas, moi, je suis ravie de voir qu'un laboratoire médical comme Alpha Bio déjà puisse reconnaître, proposer des tests et proposer aussi des tests à domicile. Maintenant, donc, ça, c'est très, très, très à l'avant-garde. Je suis fière vraiment d'avoir un laboratoire comme le vôtre à côté, parce qu'on est dans le sud. En tout cas, vous, pour ceux qui sont intéressés à passer le test respiratoire SIBO avec vous et le faire à domicile, donc chez soi, vous l'envoyez partout en France?
Oui, tout à fait. L'avantage, c'est que c'est un test qui est tout à fait fiable parce que, en plus de mesurer l'hydrogène et le méthane, on mesure aussi le dioxyde de carbone, donc le CO2, que l'on rejette naturellement quand on respire. Et ça va nous permettre de vérifier que l'échantillon que le patient a prélevé chez lui tout seul, sans assistance, est bien de l'air qui provient des poumons et non pas de l'air ambiant. Donc, quand on se retrouve avec tous les tubes qui nous sont envoyés par voie postale, on vérifie ce taux de CO2. Si le taux de CO2 n'est pas bon, on les retire de l'analyse. Et en général, selon le tube qui est retiré, ça n'empêche pas l'interprétation du test. Ou alors, vraiment, c'est vraiment pas de chance quand les échantillons qui ne sont pas bons sont à l'endroit vraiment critique pour l'interprétation. Super. Donc, c'est vraiment un test qui peut être réalisé chez soi de façon assez facile, après la préparation, comme vous avez mentionné. Et donc, c'est génial. Est-ce que vous envoyez aussi le test à l'étranger? Alors, à l'étranger, on le fait pas trop, pour être honnête, parce que les tubes en verre sont valides 14 jours. On a des risques de casse. Donc, on a limité l'envoi, sauf vraiment quand on a des demandes. Et là, on peut pas s'engager. On essaye, hein, c'est toujours possible d'essayer. Mais c'est vrai que le risque de casse, hein, et le risque que le délai d'envoi dépasse ces 14 jours de stabilité peut être un frein. Donc, on n'est pas contre. Si ça marche bien, oui, on peut l'envoyer à l'étranger. Par contre, c'est vrai qu'il y a certains pays, quand ils sont trop loin, ça devient compliqué. Bien sûr. Et donc, vous avez dit, les échantillons restent valables pendant 14 jours, c'est cela? Tout à fait. D'accord. Donc, Oui, il y a une stabilité, il y a des études qui ont été faites. Nous, on utilise Queltron, qui est quand même une des références dans le domaine au niveau des fournisseurs d'instruments. Et ils ont fait toutes les études nécessaires pour démontrer que oui, l'échantillon dans un tube en verre prélevé va être stable pendant 14 jours. Et après ces 14 jours, on perd au niveau de la stabilité. Et là, l'échantillon perd de sa fiabilité. c'est parfait. C'est vraiment une très bonne nouvelle pour moi, pour les Français, c'est génial. Et aussi, l'autre bonne nouvelle, c'est qu'en fait, le test SIBO, le test respiratoire SIBO effectué chez vous, il peut éventuellement être remboursé sous ordonnance médicale. Oui, tout à fait. Quand on a une ordonnance d'un médecin qui prescrit un test respiratoire SIBO, celui-ci peut être remboursé par la Sécu, du moins pour la partie hydrogène, qui va être entièrement remboursée, et la partie méthane, en général, il faut rajouter 40 euros. Donc, pour un premier diagnostic, c'est toujours bien de faire les deux gaz parce que une pullulation peut masquer une autre, hein. Donc, quand on est en recherche de ce qui ne va pas, c'est bien de diagnostiquer les deux. Après, une fois qu'on est dans les tests de contrôle, si on n'était que hydrogène au départ, on n'est pas forcément obligé de mesurer le méthane, sauf si on préfère quand même faire Super. y arrive. Et alors, il y a une question que je voudrais vous poser, c'est au sujet de la solution antiseptique, donc un bain de bouche avant le test respiratoire. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que la science nous a démontré? Est-ce que c'est nécessaire ou pas? Oh oui, alors il y a de nombreux consensus qui sont sortis, hein, qui nous permettent aujourd'hui de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour diagnostiquer un test SIBO, quel est le protocole à suivre. Alors c'est intéressant, en 2009, on avait le consensus de Rome qui recommandait l'utilisation, mais qui détaillait pas le protocole. Le consensus nord-américain en 2017 ne le mentionnait pas du tout. On a le consensus européen en 2021 qui recommande son utilisation avant de démarrer, donc avant le T0, donc la première mesure, et d'autres articles venant notamment de Pimentel ou Gauchal, qui sont des auteurs connus dans le milieu, qui soit ne le mentionnent pas, soit recommandent son utilisation en baseline. Et il y a un article en 2021 de Erdrich qui est sorti, qui a fait le test, qui a fait un comparatif pour vérifier si le bain de bouche était utile. Parce qu'en gros, ce qui se passe, c'est que les bactéries au niveau buccal peuvent produire de l'hydrogène et du méthane. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est pas cet hydrogène et ce méthane-là, c'est celui qui provient du tube digestif. Donc, en gros, l'idée, c'est vraiment d'essayer d'éviter de mesurer ces gaz quand on prend les mesures d'air expiré. Donc, c'est vrai qu'un bain de bouche peut limiter la part de la flore buccale.
Par contre, ce qui est intéressant dans l'article de Erdrich, quand il a comparé un groupe de patients qui faisaient le bain de bouche juste avant la baseline, comme c'est recommandé dans certains consensus, versus ceux qui ne faisaient pas du tout de bain de bouche ou ceux qui en faisaient avant chaque mesure tout le long du test, ben, ils se sont rendus compte que la flore buccale, oui, disparaît quand on prend un bain de bouche. Donc, on minimise les gaz qu'on mesure. Donc, ça, c'est très important et c'est une bonne chose. Par contre, elle réapparaît dans les 20 minutes qui suivent. Donc, c'est pour ça que soit il vaut mieux ne pas faire du tout de bain de bouche et dans notre valeur de référence, on tient compte à la fois de la flore buccale et de la flore digestive. Et c'est l'augmentation des gaz qu'on verra apparaître par la suite. Bien Qui a sûr. compté. Ouais. Par contre, surtout pas faire un bain de bouche à T0 et plus après. Parce que là, on va avoir une augmentation de gaz parce que la flore buccale n'a pas été comptabilisée au départ, mais elle va l'être dans les échantillons On suivants. va se reproduire. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc, soit on le fait tout le temps, soit on ne le fait pas du tout, mais il ne faut pas faire juste au début. C'est le plus important. Et c'est ce que l'article se disait en 2021 d'Erdrich, qui a démontré, et je pense que dans les prochains consensus, ils feront référence à cet article-là. Oui, tout à fait. Bon, donc après, qui décide? C'est le praticien, c'est les docteurs, c'est les naturopathes ou vous, quand vous conseillez ou non? Alors, le bain de bouche peut être remboursé quand il est prescrit sur ordonnance, donc le praticien peut le recommander. Donc ça, c'est un avantage, mais tous les praticiens ne sont pas formés à ça. Donc, s'il vous dit, c'est pas grave, le patient ne s'inquiète pas. On peut le faire sans, il n'y a pas de souci, on en tiendra compte dès le départ. Mais c'est vrai que dans l'idéal, si on veut tout faire parfaitement, on prend un bain de bouche et on le fait à tous les Avant, il suffit d'arriver avec son bain de bouche le jour du test au laboratoire ou bien chez soi et de faire son bain de bouche juste avant de souffler. Il faut juste s'organiser au niveau du test. super. Et aussi, je sais que vous proposez un double test, donc une double expiration pour commencer au niveau 0, c'est ça? Oui. Oui, on en a remarqué que beaucoup de patients avaient peur de mal faire. Et c'est vrai que quand c'est leur premier test et qu'en plus ils sont à domicile, la première fois qu'on souffle, on n'est pas sûr. Ce sont des tubes sous vide. Donc c'est vrai que dès qu'on perce l'opercule, l'échantillon d'air est prélevé. Donc si c'est mal fait, c'est un échantillon qui est loupé. Et comme notre valeur de référence est très importante, il faut s'assurer qu'elle est bien faite. Donc, on fait faire 2 fois la première mesure pour être sûr que le patient se familiarise bien à la prise de mesure d'air expiré. Donc, s'il s'est manqué la première fois, c'est pas grave, on a un deuxième tube. Ça nous permet de nous assurer qu'on prend la bonne valeur de référence. Et en laboratoire, ça peut arriver des fois aussi, le patient souffle la première fois, il l'a pas très bien fait. La deuxième fois, on a des valeurs complètement différentes. Donc, on peut même lui faire souffler une troisième fois pour être sûr de prendre la bonne mesure. Quand on a 2 valeurs différentes, savoir laquelle était la bonne, on fait faire une troisième fois. Super. Et est-ce que vous conseillez de se retester, donc bien sûr de se faire traiter si le SIBO est positif ou l'IVO sont positifs? Vous voyez beaucoup de gens qui se font retester. Alors, par expérience, c'est vrai que là, maintenant, on a presque 4000 tests à notre actif au laboratoire, tests respiratoires, et on remarque que chaque patient va être différent, peu importe les prises en charge, que ce soit une prise en charge naturelle avec un naturopathe ou une prise en charge antibiotique pharmaceutique avec un médecin. On remarque que certains patients, dès qu'ils font leur traitement, vont voir leurs symptômes s'amenuiser, voire disparaître très rapidement, et d'autres ça va mettre beaucoup plus de temps. Et le fait est, c'est que quand on reteste derrière pour voir si l'éradication est totale, on s'est rendu compte que finalement, l'évolution des symptômes ne corrélait pas forcément avec les chiffres que l'on mesure. Donc, il y a le risque que le patient se dise, ça y est, tout a disparu, je suis ravi, ma prise en charge a bien marché, il arrête son traitement. Sauf que la pullulation avait juste été réduite suffisamment pour qu'on n'ait pas les symptômes, mais la pullulation n'a pas été éradiquée totalement. Et le souci, c'est que dès on arrête l'antibiothérapie, qu'elle soit naturelle ou pharmaceutique, dès qu'il n'y a plus cette antibiothérapie, la pullulation reprend. Et d'ailleurs, le docteur Pimentel a fait une étude pour évaluer ces rechutes. Un patient qui arrête son antibiothérapie et qui n'a pas éradiqué va rechuter dans les 10 à 15 jours après la fin de l'antibiotique.
un patient qui a éradiqué mais qui est mal suivi en phase de prévention de récidive va rechuter dans les 2 mois et demi. Donc c'est pour ça que c'est important que quand on est suivi par une personne experte dans le SIBO, on soit bien accompagné. En fait, les patients, il faut qu'ils cherchent le bon naturopathe, le bon clinicien pour pouvoir être accompagnés comme il faut, sinon ils sont à risque de rechuter. Tout à fait, tout à fait. Et c'est vrai que le SIBO, c'est, comme je dis souvent, c'est juste la pointe de l'iceberg. Il y a quelque chose, il y a des raisons qui ont fait que le SIBO est là. Donc, cette pullulation qui prolifère au mauvais endroit de l'intestin. Et donc, souvent, tuer les bactéries d'une façon ou d'une autre, on y arrive à peu près. Donc, ça, c'est je dirais, la phase facile. Ce qui est plus compliqué, effectivement, c'est la suite. Hein? C'est la suite des événements, c'est la prévention de la rechute. Et donc, ça, c'est quelque chose de beaucoup plus subtil et parfois difficile aussi à faire. Oui, ça peut être très complexe parce que des fois, c'est pas évident. La cause sous-jacente du SIBO n'est pas. Beaucoup. Hein? Oui, il va y avoir plusieurs choses. Quand je disais, il n'y a pas qu'un seul mécanisme de défaillant, il y en a plusieurs souvent. Donc, c'est vrai que c'est un véritable travail de recherche, de questionnement sur le patient pour essayer de trouver pourquoi ce patient a tendance à pulluler au mauvais endroit. Notre organisme, il est équipé pour qu'on ne pullule pas à ces endroits-là. Si on pullule au mauvais endroit, c'est qu'il y a quelque chose de défaillant. Et là, c'est le rôle de la personne qui accompagne le patient d'aller rechercher pourquoi on a ces mécanismes défaillants. Alors, quand on peut réparer cette défaillance, c'est super parce qu'il y a de fortes chances que le patient ne récidive pas derrière. Par contre, des fois, on ne peut pas et c'est plus compliqué. Et là, il faut proposer des solutions alternatives pour limiter la récidive. Tout à fait. Ah, mais c'est super, c'est super. Et est-ce que le laboratoire Alphaview a quelque chose, comme on dit en anglais, dans le pipeline? Est-ce qu'il y a des nouveautés qui vont bientôt être peut-être proposées? Et par exemple, je vais passer notamment au test, au bilan sanguin pour se tester éventuellement pour le cas de SIBO d'origine auto-immune. Est-ce qu'il y a des choses comme ça qu'on peut passer? Alors oui, je vous avoue que c'est quelque chose qu'on aimerait développer. C'est le docteur Pimentel, hein, qui a développé ce test, c'est IBS Smart aux États-Unis et on aimerait pouvoir le mettre en place en France. Ça permettrait d'identifier une des causes sous-jacentes de certains patients qui ont un SIBO et qui récidivent en permanence. Et une fois qu'on sait que c'est ça la cause, on peut vraiment adapter la prise en charge du patient en le plaçant sous prokinétique sur le long cours. Donc, c'est pas négligeable, hein. Ça, c'est une des évolutions qu'on espère faire dans un avenir plus ou moins lointain. Ça va dépendre du temps qu'on a pour se pencher sur la question. Et ensuite, ça serait aussi de proposer comme autre sucre, on propose à l'heure d'aujourd'hui le glucose et le lactulose, qui sont deux sucres qui sont assez connus dans le domaine. Récemment, Jason Orlac, qui est en Nouvelle-Zélande, a on va dire, a parlé du fructose, qui serait un nouveau sucre pressenti et qui pourrait finalement apporter tous les avantages sans les inconvénients des 2 sucres que j'ai cités précédemment. Et donc, ça pourrait être une proposition qu'on ferait. Donc, on s'est déjà renseigné pour pouvoir proposer ce sucre-là. Maintenant, ça sera le médecin qui pourra choisir de proposer plutôt du fructose que du glucose ou du lactulose, parce que des fois, le sucre peut passer à côté d'une pullulation et c'est un autre sucre qui va la révéler. Donc, ça, c'est une des choses qu'on aimerait voir évoluer. Et la dernière, c'est on attend que Quintron développe la fiabilité au niveau du capteur H2S, qui est le troisième gaz dont on parlait. Il existe aux États-Unis, mais pour avoir échangé avec les fournisseurs Quintron, on a encore une fiabilité qui n'est pas optimale. Donc, c'est pour ça que il faut encore continuer à travailler sur le capteur H2S pour pouvoir adapter. Moi, j'échange souvent avec mes collègues américains, justement, qui proposent déjà, donc aux États-Unis, on peut déjà se tester pour le troisième gaz aussi. Et parfois, c'est vrai que les réponses, la fiabilité, parfois, on ne pas 100%. Je crois donc, pour l'instant, on va se fier plutôt ici en France sur la présentation clinique. Pour moi, c'est ce que j'ai fait. Exact. Oui. Non, mais c'est super, c'est super. On est vraiment ravis de toutes ces bonnes nouvelles, en tout cas. Est-ce que vous auriez un dernier conseil ou un message à partager avec les gens qui vont regarder cette vidéo?
Alors, oui, moi, par expérience, c'est une chose en tant que chercheur, je lis beaucoup les articles, mais c'est toujours, une chance énorme de pouvoir voir ce qui se passe sur le terrain et c'est le cas, en étant dans le laboratoire. Je le vois beaucoup, c'est un patient qui beaucoup de patients se prennent en charge, on les voit, ils sont sur les blogs, ils voient échanger, ils connaissent presque mieux que le clinicien lui-même, le sujet. C'est très important d'être accompagné par une personne qui connaît bien le SIBO. Comme je vous disais, il y a toujours ces risques de commencer à une thérapeutique et si on l'arrête trop tôt, on perd tous les bénéfices, on peut même créer des résistances, donc c'est dommage. Il faut aussi garder en tête que le SIBO, c'est difficile de savoir comment il va évoluer, c'est vraiment au cas par cas. On est dans de la médecine personnalisée, donc et il y a aussi cette idée qu'on est plusieurs, laboratoires, CHU, personnes, il y a des particuliers, hein, qui proposent, de faire passer ce test. C'est important de s'assurer que, les personnes sont à jour. Les consensus, les règles changent rapidement, c'est un domaine qui est encore nouveau et c'est important de s'assurer que le labo, le CHU fait les choses correctement et les règles d'interprétation sont suivies. Maintenant, je dis toujours, en tant que labo, on a des règles d'interprétation, mais c'est le clinicien qui aura le dernier mot parce qu'on est tous différents et c'est la personne qui vous accompagne, qui vous connaît bien, qui va pouvoir vraiment juger si l'interprétation colle à, votre cas. Oui, super. Mais je suis ravie et bien sûr, on travaille, on est vraiment sur la même longueur d'onde et c'est super. Et c'est ce que je dis moi-même, en fait, à mes patients et c'est effectivement le message le plus important. Hein, à la fin, mais en tout cas, bah, encore merci Anne pour votre temps aujourd'hui, pour votre partage, votre générosité, l'information. Et c'est vrai que vous êtes, voilà, vous parlez de science et donc vous partagez donc la recherche scientifique et les avancées de la recherche scientifique avec nous, avec la France, avec peut-être les autres pays francophones. Et je suis ravie d'avoir effectivement un laboratoire comme le vôtre ici en France qui en plus propose maintenant le test respiratoire SIBO, même à faire à domicile. Et c'est vraiment une très bonne nouvelle pour la France, pour les Français. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez unique, je pense, au monde. Donc on a de la chance. Voilà. Ben, merci à vous de me donner cette opportunité et puis je vous félicite de faire ce genre de vidéo parce que on voit beaucoup de patients qui sont en attente justement d'être encadrés par des gens qui connaissent et il y en a pas beaucoup et je trouve que c'est vraiment génial de votre part de former, le public de façon globale, mais aussi les futurs cliniciens Oui, qui oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. C'est mon plaisir et c'est un peu ma mission. Moi, je rentre en Australie et c'est vrai, je me sens un peu comme voilà, une porte-parole de. c'est très bien. Il nous en faut, on a besoin de gens comme vous. Mais c'est génial. Merci beaucoup en tout cas, Anne, et peut-être à bientôt pour d'autres nouveautés sur les tests SIBO. Eh beh, avec grand plaisir. Merci.